Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui à l'occasion du webinaire La sécurité autour de la culture DevOps et le cloud AWS, webinaire organisé conjointement avec la société Arrow. Nous avons la chance d'être accompagnés de Davy Adam, fondateur de la société Wisebeer, consultant en stratégie de l'adoption cloud, de la mise en conformité ainsi que des cultures DevSecOps et FinOps. Nous sommes également accompagnés de Giuliano Ippoliti, directeur RSSI chez Cloud Temple. Giuliano est passionné de sécurité informatique depuis une vingtaine d'années. Sa curiosité et son goût pour les nouvelles technologies le poussent à s'auto-former sans cesse et à collectionner un nombre important de certifications. Il s'intéresse particulièrement à l'intégration de la sécurité dans les pratiques DevOps, militant en faveur d'une approche DevSecOps. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets, notamment un rappel des fondamentaux du cloud et de la culture DevOps, l'intégration de la sécurité dans la culture DevOps par une approche DevSecOps, et enfin, les services de sécurité qu'offre le cloud AWS. Nous commencerons ce webinaire par l'intervention de Davy Adam, intervention de 20 minutes, puis par celle de Giuliano Ippoliti également, et enfin, nous consacrerons les 20 dernières minutes pour répondre à vos questions. Surtout, n'hésitez pas, Davy et Giuliano se feront un plaisir de vous répondre. Je vais maintenant laisser la parole à Davy. Davy, c'est à toi. Merci. Merci beaucoup, Carla, et bienvenue. Merci de nous accueillir. Je suis ravi de vous rejoindre pour cette session. Sans plus attendre, on va commencer. J'ajouterai juste à mon profil que je suis aussi formateur AWS dans mon activité principale. Donc, l'habitude de parler dans des grandes assemblées. On est parti. Donc, on a choisi d'axer cette présentation aujourd'hui conjointement avec un partenaire de Cloud Temple et de Arrow sur la mise en pratique de DevSecOps. On va repartir sur des fondamentaux. Moi, je vais simplement repartir sur les fondamentaux du cloud. Qu'est-ce que ça veut dire que faire du cloud? On en entend parler partout. Cloud public, c'est génial, c'est super, c'est censé faire la révolution. Qu'est-ce qu'on peut dire du cloud public? Public, et quand on parle de public, on veut dire accessible à tout le monde. Donc, ça donne une facilité d'usage courante. Je peux me connecter à ce cloud par n'importe quel navigateur compatible. AWS a ses préférences. Je vous laisserai aller voir pour ceux qui sont curieux. Ça veut dire que n'importe qui peut se créer un accès, y compris pour une entreprise ou pour un usage personnel, via un navigateur web, une connexion. Qu'est-ce qui va ensuite nous changer? C'est l'approche service. On parle de service dans le cloud, d'API, c'est-à-dire, l'API, je définis toujours ça comme la générosité d'une application. Vous savez, c'est la capacité qu'une application vous donne à utiliser ses propres capacités sans forcément savoir comment elle fait. Au même titre que vous pourriez être amené à vous rendre dans un restaurant, commander un plat, sans savoir comment il a été fait, vous l'obtenez, vous le consommez, ça ne vous pose pas plus de problèmes comme ça. C'est ça une API, c'est-à-dire la possibilité de consommer les ressources informatisées telles qu'on les a connues historiquement à l'ancienne, on-premises, avec des serveurs, du stockage, du VMware, etc. Et là, il va falloir juste venir consommer, picorer le service. Et ça devient quand même un gros changement culturel. Ensuite, comme au restaurant, on est sur une culture du on-demand, pay as you go. On-demand, ça veut dire je prends, comme disait Yoda, à moi, voilà, je prends, c'est pour moi, j'en ai besoin, j'ai plus besoin, je rejette, et ce que je veux, c'est la facture qui tombe directement au volume de ce que j'ai consommé, ni plus ni moins. Au même titre que quand vous allez au restaurant, vous ne voulez pas payer pour l'intégralité des ressources de la cuisine ou même le renouvellement de la cuisine, vous voulez juste ce qu'on doit consommer nativement. Donc le cloud, c'est ça, c'est public, on-demand, pay as you go. Évidemment que cette approche change les choses. Alors, dans ma carrière, il m'est arrivé de croiser beaucoup de monde qui veut faire du cloud, qui veut en entendre parler, qui est curieux, et je me suis aperçu qu'il y avait surtout, avant tout, beaucoup de, comment dirais-je, de croyances. Les croyances, c'est génial, j'ai toujours les amis imaginaires, chacun en a le droit d'avoir à la maison. Personnellement, je crois en la force. Ici, j'ai entendu comme les croyances, comme quoi le cloud allait être hautement disponible, il était scalable de base pour moi, il était redondant de base là aussi, il savait monitorer tout ce que je voulais, tout est serverless, tout est chiffré, tout est sauvegardé, et à la fin du truc, je me dis pourquoi j'ai encore besoin de travailler? Et pour certains clients, le cloud finit par se transformer en ça, cette espèce d'illusion que tout va être fait par le fournisseur, par Amazon ou autre, d'ailleurs tous les autres fournisseurs ont la même logique, c'est-à-dire que comme on peut venir se servir et on peut demander à d'autres de faire pour nous, on a la sensation qu'en fait, on n'a plus rien d'autre à faire et limite qu'on n'est plus légitime dans cette position. Ce qui veut dire que certains collaborateurs peuvent se sentir même en danger face à cette démarche. Et puis, on a se poser tout simplement sainement la question de se dire qu'est-ce que moi j'ai à faire là-dedans? Qu'est-ce que je peux en faire? Après tout, ce que le cloud me propose de faire, c'est peut-être pas forcément le métier que j'ai aujourd'hui. Je serais
curieux de savoir comment on peut s'adapter à ça. Je vais être plus réaliste avec vous et surtout plus intègre. Le cloud, c'est ça en fait. La réalité, c'est que le cloud, c'est juste une grosse boîte à outils avec 3 neurones, parce qu'en fait, elle ne fait rien seule, et cette boîte à outils a besoin d'êtres humains pour l'organiser. Donc la vraie démarche cloud, c'est prendre conscience que c'est un facilitateur qui va me fournir des moyens d'arriver à de la haute disponibilité, des moyens de m'adapter à l'échelle, de la redondance native qui peut me permettre d'être capable de redonder mes applications, des moyens de créer l'automatisation, des moyens de collecter, de comprendre comment le cloud fonctionne et ce que j'ai mis dans le cloud fonctionne. Et tout ça, ça va me permettre de bâtir mon empire, mon développement, mon architecture dans un environnement dans lequel je souhaite avoir une maîtrise. Et ça, c'est essentiel. Alors, les bénéfices qu'on nous vend du cloud, souvent, qui sont réels, hein, mais pour lesquels il faut en faire un effort pour les atteindre, c'est le fameux CAPEX-OPEX, où on devient en full OPEX. Je pense que j'ai grillé 40 neurones en passant quand je dis ça. CAPEX, coût d'acquisition. Coût d'acquisition, c'est l'acquisition du matériel. Vous voulez imprimer un document chez vous, vous n'avez pas l'imprimante, il faut aller l'acheter, ça c'est le CAPEX. L'OPEX, c'est rajouter des cartouches ou des feuilles de papier, on les met dedans, ça marche. Ici, dans le cloud, il n'y a plus d'acquisition. Vous n'êtes plus propriétaire de rien en dehors de vos data, votre code applicatif et quelques licences si vous en avez besoin. Donc, ça change drastiquement cette approche. Ça veut dire aussi que quand on va dans le cloud, on n'est plus propriétaire de data center. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux, parce que c'était devenu un effet de bord des architectures on-premises. Vous avez aujourd'hui dans le monde des entreprises dont le métier n'est absolument pas de faire de l'informatique, qui sont devenus des experts en informatique parce qu'ils ont dû gérer des data centers. Quand je vais dans le cloud, c'est comme quand je vais à l'hôtel, je dis, moi, la plomberie, l'électricité, les factures, je n'en veux pas. Ce que je veux, c'est justement me passer de cette gestion-là. Ce qui va me permettre de me débarrasser aussi du fameux jeu qu'on appelle le capacity planning pour les initiés, c'est-à-dire essayer de deviner les chiffres de l'envergure de mon architecture dont j'ai besoin pour 3 ans à l'avenir. Vous pouvez aussi essayer de deviner les chiffres du loto. Il y a autant de chances de les avoir. Pour avoir fait plus de 10 ans de VMware, c'est un petit jeu qui ne m'a jamais spécialement beaucoup plu. Et là, on n'a pas forcément besoin puisque on est dans une économie élastique. Le cloud, c'est vendre justement de l'agilité. C'est un des bénéfices. Agilité, rapidité. C'est on demand, on a dit. Vous avez besoin d'un service, vous le prenez, vous l'utilisez plus, voilà la facture. Au suivant. Vous ne voulez pas rester, vous ne restez pas, vous revenez le lendemain si vous avez envie. Si ça vous plaît, vous restez 6 mois. Si au bout de 6 mois, vous en avez marre, vous claquez la porte, vous dites là, je t'ai payé ma facture, je m'en vais. Ça veut dire aussi que ce cloud va être un porteur d'opportunités parce que le cloud public n'a d'autres limites que les capacités des fournisseurs. Vous pouvez y aller, il y a de la place. Et des capacités financières que vous avez à payer ce cloud. Mais entre nous, vos capacités financières, vous arriverez à les toucher bien avant que de toucher leurs capacités. Ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle les effets de masse. Vous avez des quantités astronomiques de ressources. Si demain vous dites, tiens, je vais créer un projet, j'aurai besoin d'allumer 18 000 machines, ça c'est connu déjà chez AWS d'allumer 18 000 machines d'un coup pour faire un boulot qui aurait fait normalement plusieurs années de calcul. Et go global une minute. J'aime bien dire que mes photos de vacances sont en PRA entre Tokyo et Sao Paulo. Je ne suis pas riche. Ça va, je me porte bien, je ne suis pas riche, mais par contre, le cloud AWS est disponible mondialement et donc cette redondance mondiale me permet de créer des opportunités dans tous les coins du globe, là où j'ai envie justement de m'installer. Et comme c'est très volatile, comme je peux me permettre d'aller et venir, je peux tout de suite bénéficier de cette souplesse. Ensuite, nous, ce qu'on va venir gagner dans le cloud aussi, c'est pas juste être hébergé par quelqu'un d'autre, parce que l'hébergement, comme ça, on sait le faire depuis des années. Ce qui m'intéresse, c'est l'agilité. Donc l'agilité, c'est-à-dire créer une espèce de souplesse, de facilité à pouvoir agir dans un environnement. Pour ça, il faut réduire l'impact de ce qu'on fait par la réduction de la charge de travail. C'est une culture, vous connaissez, je suis en train de mettre les billes pour aller un peu plus loin, réduire la charge, réduire la taille des équipes pour que les équipes puissent communiquer au mieux, créer une vraie culture du partage, de la documentation, et on arrive évidemment sur... excusez-moi, non, c'est pas moi, je me suis trompé, autant pour moi, je reviens sur la suite qu'on verra tout à l'heure. Désolé, ça arrive. Alors, un point extrêmement important dans le cloud pour clarifier la situation, c'est ce qu'on appelle la responsabilité partagée ou la shared responsibility. Vous avez vu tout à l'heure la petite blague avec Terminator, c'est l'idée que les clients, des fois, achètent dans le cloud l'illusion qu'ils vont plus rien avoir à faire eux-mêmes, que ça va être confortable, que le cloud va faire tout pour eux. Sauf que la réalité, c'est pas ça. La réalité du cloud, c'est que c'est une responsabilité partagée. Et dans l'affaire de l'application de la sécurité,
j'ai quand même des comptes à rendre, j'ai des informations à trouver, et donc la shared responsibility m'oblige à être responsable d'abord sur la prise de connaissance. Donc le premier point, la shared responsabilité doit être quelque chose qui doit être connu pour pouvoir comprendre où est l'interaction entre le fournisseur de cloud qui va fournir des choses pour moi. Je ne gère plus de serveurs physiques, c'est eux qui font, tant mieux. Mais moi, ça veut dire qu'il me reste des choses à faire. Donc, dans le cloud, il est important d'essayer de trouver, quand on utilise un service manager, que ce soit une VM, une EC2, un bucket S3 ou d'autres services, quelle est la partie qui va être gérée par le fournisseur sur lequel je n'ai pas d'impact, quelle est la partie qui m'est fournie par le fournisseur mais sur laquelle je peux avoir des impacts de choix, et quelle est la partie qui m'incombe complètement. Et ce qu'on appelle la shared responsibility, cet élément est crucial dans la compréhension des responsabilités dans l'application de la sécurité. Est-ce que le cloud est conforme? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes conforme, vous? Ça, c'est à vous de le voir. Et c'est ça qui est important. Shared responsibility, même chose. La mise en conformité n'est pas l'affaire du fournisseur. Le fournisseur me facilite les démarches parce qu'évidemment, il y a une partie des choses que lui fait qui va rentrer dans l'obtention de mes accréditations. Mais ces recherches d'accréditation, ces acquisitions sont en mon nom, ils sont dans ma démarche. Il existe, par exemple, un aspect indéniable que vous aurez toujours à gérer en tant que client du cloud, c'est la partie permission. C'est forcément à vous, puisque de base, aucun service n'a le droit de parler aux autres services et aucun utilisateur n'a le droit d'utiliser quoi que ce soit. Donc ça fait partie des fondamentaux. Puis l'obtention des accréditations se fera sur votre démarche. Pour pouvoir vous aider déjà dans cette démarche, on a ce qu'on appelle les piliers de la Well Architect Framework. C'est un modèle qu'Amazon vous propose qui va vous permettre de vous aider. D'abord par l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire l'organisation d'équipes dédiées à ce travail-là, à cette culture cloud qui va vous aider à pouvoir cadrer, à créer des process, à avoir la culture, à apporter des réponses le plus vite possible. Et puis ensuite, on a 4 autres piliers qui vont évidemment se compléter. L'optimisation financière qui serait un probable autre sujet de discussion, donc on verra un peu ici. La performance et l'efficacité, juger du bon fonctionnement de mon cloud et de mes applications dans le cloud. La fiabilité, est-ce que ça marche? Si ça tombe, qu'est-ce qui se passe? Et la sécurité, qui est évidemment un sujet dont on va parler un peu plus ici. Donc, petit point de tout à l'heure, les 4 points d'agilité, tout ça, ça fait partie de la culture DevOps. Et cette culture DevOps, elle est indispensable pour obtenir le meilleur bénéfice du cloud possible. Je sais qu'il est souvent annoncé dans certaines marques, dans certaines publicités des fournisseurs d'accès, qu'il suffit d'envoyer ses VM dans le cloud pour avoir tout fait, tout réussi. C'est pas tout à fait vrai. En général, il va falloir changer culturellement et pour ça, il va falloir adopter une vraie culture DevOps parce que la culture DevOps va justement faciliter la compréhension, l'automatisation, la réduction du risque et la possibilité de rajouter du contrôle et de la... je vais chercher mon terme. Je l'ai en anglais, de la reliability. Vous me pardonnerez le terme anglais, mais on retrouvera le français plus tard. Donc DevOps, c'est avant tout une philosophie, c'est la gestion des humains, puis ensuite des process et les outils, et non pas, comme on entend souvent, mettre des outils et après on verra bien. Comme je dis toujours, prenez les outils d'un chirurgien avec quelqu'un de malade, vous n'allez pas lui sauver la vie si vous n'êtes pas chirurgien. Donc d'abord, le savoir-faire humain est nécessaire, ensuite les process, ensuite les outils. DevOps, ça nous permet quoi? D'aller plus vite, d'être plus rapide. Ça veut dire réduire les temps de création, ça veut dire aussi être plus rapide dans le sens innovation, c'est-à-dire j'ai une opportunité, j'ai envie de la saisir. Comme mes process sont plus courts, ça me permet de tester plus rapidement et d'obtenir un résultat très vite. Ça me permet aussi de créer une réutilisation par la fiabilité. Vas-y, c'était ça que je cherchais. La fiabilité des process, parce qu'on va tout documenter, on va essayer de tout automatiser. L'automatisation ne veut pas dire qu'on va vider l'humain. L'automatisation veut dire simplement qu'on va lui laisser une part plus intéressante et on va l'utiliser pour ce à quoi il est bon, c'est-à-dire son intelligence. Si vous croyez que l'humain est bon à faire 24 000 fois la même chose par jour, je suis désolé, vous vous trompez. Ça va nous permettre de renforcer la sécurité. Et c'est là où on va rejoindre évidemment le besoin d'aller vers DevSecOps. Les pratiques de DevOps doivent intégrer la sécurité. Comme je le dis toujours en conseil ou en formation, DevOps tout seul, finalement, n'a pas d'utilité si on n'intègre pas la sécurité. Je vais vous donner un exemple très simple. Ça sert à quoi de créer un pipeline d'automatisation de déploiement d'applications si c'est pour s'apercevoir 3 mois après que la donnée devait être chiffrée et qu'on a un audit de sécurité et qu'on le rate à cause de ça? Après tout, que la donnée soit chiffrée dans mon application, ça fait complètement sens de l'intégrer dans la définition de l'application. Pourquoi ça arrive après? Ça n'a pas de raison. Donc DevSecOps, c'est, en mon sens, l'évolution logique de DevOps. Évidemment qu'on peut prendre un certain temps pour se familiariser à DevOps, mais ensuite, on doit passer à l'optimisation de la sécurité, là aussi pour créer de la confiance et de la résilience. Ça passera donc par l'automatisation, une automatisation forte.
Je redis, l'automatisation n'a pas but à enlever l'humain, elle a le but de replacer l'humain là où il a une valeur utile, là où il faut comprendre. S'il faut répéter 15 000 fois par jour, c'est pas intéressant. Qui plus est, vous savez quoi? L'humain a un taux d'erreur monstrueux par rapport à la machine. Donc, tant qu'à faire, si on peut éviter que l'humain fasse. Et je sais que culturellement, parfois, c'est difficile parce qu'on a parfois travaillé pendant des décennies avec cette culture du on fait main, on fait main. Le problème de faire main, c'est qu'il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de confiance possible, il n'y a pas de partage d'informations, il n'y a pas de documentation. Ce n'est pas auditable, ce n'est pas refaisable, il n'y a pas comment dire, de souci de qualité. Donc l'automatisation va nous permettre de passer par ça, que ce soit par l'usage de scripts, d'outils comme CloudFormation, chez AWS et de templates pour pouvoir sécuriser ça. Du moment que l'information est écrite, elle peut être consultée, testée, validée, et donc nous renforce cet aspect de confiance que l'on va avoir. Qui plus est, l'automatisation va pouvoir nous permettre de contrôler tous les aspects, que ce soit le déploiement de l'application, son test, mais aussi les briques elles-mêmes constituantes des environnements de déploiement. C'est ce qu'on appelle l'infrastructure as code. Après tout, chez AWS, un stockage, c'est un call d'API. Une VM, c'est un call d'API. Créer un pipeline d'automatisation, c'est un call d'API. Qu'est-ce qui nous empêcherait de mettre tout ça dans un document écrit? Document que l'on peut consulter, qu'on peut réutiliser. Si on l'a testé plein de fois, on est confiant, eh bien, on a le droit de le réutiliser des millions de fois et d'obtenir toujours le même résultat. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va nous apporter de la confiance, de la résilience. Et donc, quand on va intégrer évidemment des politiques de sécurité à l'intérieur de tout ça, on va pouvoir les appliquer, les contrôler. Chacun est libre évidemment de choisir l'organisation de cette structuration. J'ai des templates à créer. Est-ce que je vais créer un template pour tout mettre dedans ou est-ce que je peux segmenter? Ah, ce serait pas mal de pouvoir isoler les responsabilités aussi d'un intervenant. Mes équipes de sécurité pourraient, dans une logique DevSecOps, avoir l'opportunité d'adresser ces templates eux-mêmes, les briques qui les concernent, tout en gardant, bien sûr, le choix de maîtriser les permissions pour être sûr que personne ne puisse aller tricher avec les briques des autres, ce qui nous amène là encore de la confiance. Donc, basé sur ce modèle, CloudFormation, comme je l'ai cité précédemment, est un petit service connu. Évidemment, tout le monde n'a pas forcément d'expérience sur AWS et vous aurez l'occasion, je pense, de vous familiariser avec. Donc, AWS CloudFormation, c'est un service dans lequel on écrit des templates, des documents en format JSON ou YAML au choix. Et puis, on les donne au produit qui va tout simplement déployer l'ensemble des éléments qui lui sont décrits dans le document à l'exacte virgule près. D'ailleurs, si la virgule n'est pas bien passée, vous avez un message d'erreur. La stack s'arrête net. Donc, ça vous déploie une stack. C'est une liste de toutes ces ressources qui s'arrête net et qui repart en arrière. Cette modalité me permet comme ça de déployer, vous savez, ce que mes développeurs appellent leur application. Souvent, c'est des composants en fait multiples. On a du réseau, du stockage, des permissions, on a de la base de données, on a plein d'éléments. Et donc, ça permet de les rassembler dans un document, de les voir synthétiser dans une liste de références interrogeables. Et ensuite, je peux la gérer, la voir vivre. Pourquoi pas la faire évoluer? On a la possibilité d'appliquer ce qu'on appelle des change sets, par exemple. Et le change set, c'est une façon de dire, au fait, je voudrais changer un paramètre. Est-ce qu'on peut le tester d'abord, histoire d'être sûr que c'est fiable, que ça ne cassera pas, et qu'ensuite, je puisse le pousser? Toute cette approche-là va me permettre ensuite de faire évoluer ça en continu. Donc, on a plusieurs phases de continuité. Certaines d'entre elles sont assez connues, d'autres moins. On parle d'intégration continue, de déploiement continu, supervision continue, de retour d'expérience continue, d'apprentissage et de changement. Pour ça, donc le continuous integration, ça va être la possibilité de pouvoir, dans les pipelines de création, intégrer l'automatisation complète de la validation du test de tous les éléments qui sont à prendre en compte. Ça veut dire que mon développeur va avoir l'autonomie de coder ce qu'il a besoin, de le mettre dans un dépôt et ça partira ensuite dans un fil de traitement automatisé jusqu'au building. Évidemment, c'est par là qu'on va passer pour ensuite appliquer des tonnes et des tonnes de tests. Le but étant que ce que je build est propre et fiable et donc quand ça arrivera potentiellement en production, j'ai pas d'ennui, j'ai évité la plupart de mes problématiques. J'ai évité aussi d'exposer des failles de sécurité que je peux connaître à l'avance et que je veux vérifier. Par ce même mécanisme, je peux évidemment mettre à jour et réintégrer continuellement. Donc, le Continuous Integration va me permettre de pouvoir renforcer la fiabilité, la confiance que je crée et surtout aussi créer ce lien entre les équipes sécurité, dev, SysOps, parce que tout le monde va œuvrer dans le même sens, par les mêmes outils, et va bâtir justement cette structure d'automatisation de pipeline. Tout le monde va participer à son niveau à améliorer les templates qui sont derrière, l'usage qu'on peut en faire. On passera ensuite à l'idée de pousser jusqu'au bout. Pourquoi pas Continuous Delivery. Continuous Delivery, ça veut dire que si on a déjà automatisé toute la création, pourquoi ne pas pousser carrément jusqu'à remettre le produit au product owner, au business owner,
Et à partir de là, le business owner aura la liberté de dire oui, en fait, le produit que tu m'as fourni qui marche, moi j'en ai une utilité tout de suite ou pas. Et on peut même viser à la licorne du cloud qu'on appelle continuous deployment. Le continuous deployment, c'est inventer un modèle qui se fait rare aujourd'hui, mais on est capable de dire il n'y a même plus besoin de validation humaine jusqu'au bout. Mais ça demande une certaine avancée. Continuous monitoring, ça veut dire qu'une fois que j'ai fait ça, je pars pas à la plage. Tout ça, il faut que je continue à le faire vivre, il faut que je l'alimente, il faut que je sache quoi changer. Évidemment, les développeurs, les product owners vont venir avec des idées, mais les clients aussi, ceux qu'on va observer de la consommation, les nouvelles règles à adopter, les failles qu'on a trouvées, tout ça, ça va participer à nous informer de ce qu'il faut qu'on change, on améliore et qui va nous dire qu'est-ce qu'on met dans notre pipeline demain pour aller plus loin. Donc ça, c'est le continuous monitoring. Bien sûr, on a des outils comme CloudTrail, CloudWatch et plein d'autres dans le cloud AWS qui nous aident à ça. Continuous feedback, c'est venir aussi s'interroger sur le ressenti de la qualité de ce qu'on a fait, parce que on peut être très fier de notre code et notre produit sans que les utilisateurs envoient la validité et qu'ils puissent nous donner un feedback qui soit différent. Après tout, on fait des produits pour le business. S'ils sont inutiles au business, quelle est l'utilité? Donc, ce feedback est essentiel. C'est aussi par ce feedback et par itération qu'on va apprendre à refaire, à améliorer. On va aussi, comme ça, mettre en place une politique d'automatisation, on va dire, de l'amélioration de la qualité. Et ce souci de qualité, aujourd'hui, par le cloud, on s'aperçoit que de plus en plus de clients ont ce souci de qualité et donc ils veulent intégrer un contrôle de qualité. Et ce feedback est essentiel. Et continuous learning, dans une culture DevOps, on ne cesse d'apprendre constamment de ce qu'on fait, de ses erreurs. On part d'une culture, fail fast, test fast, fail fast. Le failure est un bénéfice. On apprend de ses erreurs, au même titre que quand vous apprenez un instrument, vous apprenez de vos erreurs. Et on apprend à changer continuellement. Et comme je disais tout à l'heure, le cloud, c'est quand même DevOps, DevSecOps, ce sont des changements drastiques dans la culture. On n'y est peut-être pas forcément toujours prêt. On a besoin parfois d'être accompagné, on a besoin de prendre son temps et donc il faut qu'on apprenne à changer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'à partir du moment où on a appris à changer, c'est une politique, c'est une philosophie plutôt, je dirais, qu'on a toute sa vie et donc on sait changer continuellement. Et le but est que ces pipelines nous aident justement à innover continuellement. Ça veut dire qu'on va structurer un modèle dans lequel on va être capable d'apprendre des erreurs, corriger avant de les pousser, fabriquer ce qui a de la valeur, le tester, le challenger. Là encore, réapprendre à ce niveau-là, pourquoi pas faire des modifications. Et tout au fil de ce plan-là, on va apprendre progressivement. Et pour ça, on a besoin d'outils qui nous aident à cette construction. Et on parle des outils code chez AWS, CodeStar, CodeCommit, CodeBuild, CodePipeline, CodeDeploy et X-Ray, qui seront des outils qui vont nous permettre de structurer l'ensemble de ces événements. Et je vais repasser donc la parole à Carla. Merci beaucoup, Davy, pour ton intervention. Nous enchaînons directement avec Giuliano Ippoliti, directeur RSSI chez Cloud Temple. Giuliano, c'est à toi. Oui, merci beaucoup, Carla. Bonjour à tous. Donc, ravi d'animer cette deuxième partie du webinaire. Donc, je salue tout spécialement les participants qui me connaissent. J'en ai connu quelques-uns. Bonjour à vous. Donc, j'interviens sur cette présentation en qualité de RSSI. Donc, j'ai vécu, on va dire, en première personne les changements culturels qui ont caractérisé ces dernières années. On a vu un changement de contexte avec un time to market de plus en plus réduit. Donc, les entreprises doivent livrer de plus en plus rapidement leurs produits, leurs applications. Ça a conduit, je ne vais pas vous l'apprendre, à l'émergence des pratiques agiles et de la culture DevOps. Et ça a bousculé le rôle de responsable de sécurité. En tout cas, ça a été le cas pour mon propre cas personnel. Donc, la culture DevOps a remis en question certains principes assez sacrés et bien établis de l'approche sécurité. Par exemple, le principe de séparation des rôles classique a été un petit peu mis à mal. Le droit de veto de l'équipe sécurité, aujourd'hui, au niveau de l'équipe sécurité, on a difficilement le luxe de bloquer un projet parce que le niveau de sécurité n'est pas optimal. Si on fait ça, on interfère justement avec l'exigence d'avoir un time to market réduit. On a la difficulté aussi au niveau des équipes sécurité de devoir s'adapter constamment. C'était bien, on va dire, l'époque où on pouvait travailler sur des specs figés, formalisés, sur des besoins qui ne bougent pas.
on prend le temps d'étudier et puis on dit go no go. En fait, ça marche de moins en moins. Donc, il a fallu trouver de nouvelles façons de livrer du software sécurisé à haute fréquence. Donc, c'est ça le défi. Donc, je vais vous parler de certaines pratiques que j'ai vécues directement, en fait. Donc, ce sont des choses que, dans mon cas, dans le cadre des entreprises où j'évoluais au marché. Et la première, c'est la collaboration entre équipe sécurité et développeurs. Donc, je précise que cette deuxième partie de webinaire commence par une partie dev, et puis on va passer sur une partie plus Ops avec focus AWS. Donc, pour la partie collaboration, sécurité, développeur, comment ça se manifeste, cette collaboration? Donc, le premier aspect, c'est résumé avec le slogan Shift Security to the Left. Donc, to the left, au niveau de l'échelle temporelle. On inclut la sécurité dès le début du projet. Donc, on embarque les équipes sécurité au début pour une simple raison financière, hein, parce que si on fait de la sécurité après coup, comme David l'a indiqué tout à l'heure, on peut multiplier les coûts, par exemple. C'est beaucoup plus coûteux de corriger des défauts de sécurité que de faire dès le début. Par contre, le rôle de l'équipe sécurité ne s'arrête pas là, ne s'arrête pas à ce kick-off, on va dire, où il est invité et il exprime son avis, mais il continue avec des rencontres récurrentes avec les développeurs, avec des partages d'expérience. C'est une collaboration qui nourrit les deux équipes. Et pour des raisons de scalabilité, ça conduit à la nomination de champions de sécurité dans les équipes de développement. Je précise un petit peu ce point. L'équipe sécurité ne peut pas avoir un regard aiguisé sur tous les projets de développement qui sont menés par une entreprise. Ça, ce n'est pas un modèle qui est scalable parce qu'il peut y avoir des dizaines, voire des centaines de projets et l'équipe sécurité a rarement la capacité en termes d'effectifs pour suivre tout ça. Donc, elle doit s'appuyer sur des relais dans les équipes de développement. Ces relais sont nommés, selon la culture DevSecOps, les champions de sécurité. Ce sont des personnes qui infusent les bonnes pratiques de sécurité dans les équipes. Ils sont nommés à travers un enrôlement volontaire, pas avec une nomination qui descend d'en haut, et permettent à l'équipe sécurité d'élargir, on va dire, sa zone d'influence. Une autre pratique très importante pour la sécurité est le binomage. Donc, c'est la pratique qui consiste à coder par pair. En fait, ça a beaucoup d'avantages en termes de sécurité. Le fait d'avoir deux regards, ça limite le risque d'erreur, voire dans certains cas, le risque de violation de politique de sécurité. La collaboration des équipes de sécurité et des équipes de développement est souvent axée autour de la sensibilisation. Donc, l'équipe sécurité sensibilise les développeurs aux bonnes pratiques de codage. Donc, l'outil principal sur lequel d'expérience on peut s'appuyer, c'est le top 10 de l'OWASP. Donc, c'est le classement des 10 failles qui sont les plus fréquentes dans les applications web. Ce sont des failles que les développeurs doivent connaître. Si personne ne les forme, ne les sensibilise, c'est rare qu'ils maîtrisent tout ça. Donc, ce qui marche très bien, ce sont les démonstrations de piratage par l'équipe sécurité. On a des outils type DWA et ce n'est pas indiqué dans le slide, mais Juice Shop de l'OWASP est très très bien aussi. Et pour inciter à la sensibilisation, donc, ce qui a été mis en place chez Cloud Temple est un système de primes. Par exemple, tout collaborateur qui a suivi et qui a pu justifier avec une attestation d'avoir complété le MOOC de l'ANSSI a obtenu une prime de 100 €. Et donc, on a eu plus d'une centaine de personnes qui ont suivi ce cursus. Et in fine, le coût pour l'entreprise a été relativement
maîtrisé, on va dire 100 fois 100, ça fait 10 000 euros en tout. Donc avec 10 000 euros, on a pu former à la sécurité une bonne centaine de personnes. Donc ça peut avoir un intérêt économique. L'un des autres piliers de la culture DevSecOps s'appelle la collaboration et celui de l'automatisation. Donc l'automatisation est vraiment a énormément d'avantages pour la sécurité, en fait. Et comme David l'indiquait tout à l'heure, le but, c'est d'introduire de la sécurité dans le pipeline des CI/CD automatisés, en fait, qui doit inclure le test de sécurité. Et donc, j'en profite pour citer un concept que j'adore, c'est celui d'antifragilité. C'est un concept qui a été introduit par Nassim Taleb. Et le concept d'antifragilité explique que si on soumet quelque chose à un stress, à des tests, il peut devenir meilleur, en fait. Et c'est un peu la philosophie des tests de sécurité. On va dire, on tabasse, entre guillemets, le code par plusieurs outils et il en ressort meilleur. Donc, si je me focalise... je vois qu'il y en a qui connaissent Antifragile. Oui, c'est un livre exceptionnel, je trouve. Donc, je vais parler de quatre outils pour tester la sécurité des applications directement dans les chaînes de CI/CD. Les premiers sont les linters. Donc, les linters ne sont pas vraiment des outils de sécurité à proprement parler, mais ils permettent de réaliser un premier niveau de contrôle. Ils permettent, par exemple, d'identifier des variables qui ne sont jamais utilisées ou des erreurs formelles qui pourraient porter atteinte à la sécurité de l'application et sont capables, dans certains cas, d'identifier des problèmes, par exemple, des vulnérabilités liées au DOS par exploitation des expressions régulières. Donc, comme retour d'expérience, ce qu'on utilise chez CloudTemple, par exemple pour des projets basés sur Node.js, et les linters d'Airbnb. Ensuite, il y a la famille d'outils de type SCA. Je trouve qu'ils ne portent pas très très bien leur nom. Moi, j'aurais plutôt appelé Software Dependency Analysis. En gros, ce sont des outils qui analysent les failles dans les dépendances des applications qu'on est en train de construire. Les applications modernes utilisent parfois des centaines de dépendances. Et bien sûr, la sécurité d'une application est déterminée par les maillons les plus faibles. Donc, ces outils, avant de pousser le code en production, sont capables d'identifier des vulnérabilités liées à des dépendances obsolètes. Et donc, ils peuvent stopper le déploiement. Ensuite, il y a deux autres outils de test, le test statique et le test dynamique. Donc, le test statique permet d'atteindre de façon automatisée le même but qu'une revue de code classique, seulement avec un temps extrêmement réduit. Une revue de code classique pourrait prendre plusieurs jours, alors avec des outils de type SAST, en quelques minutes, on va dire, on peut analyser l'intégralité du code et identifier des failles type buffer overflow, injection SQL, XSS, les classiques. Et souvent avec des recommandations qui sont facilement activables par le développeur. Donc, ce qui est frustrant parfois pour le développeur, c'est d'avoir un outil qui remonte des failles de sécurité, mais sans leur dire comment le traiter. Donc ça, parfois, ça peut être un frein à l'adoption. Et, in fine, on peut citer les outils de type DAST, qui ne travaillent pas sur le code source de l'application, mais travaillent plutôt sur l'application qui tourne. On va dire qu'ils s'apparentent à des outils plus classiques de scan de vulnérabilité. Ils peuvent aussi cibler une surface d'attaque plus élargie, donc avec l'OS, le middleware. Donc voilà pour la page dev. Donc, compte tenu du temps réduit, on est obligé de tracer.
S'il y a des questions, bien sûr, il y a 20 minutes à la fin pour y répondre. Donc, en quelques minutes, quels sont les must au niveau de la sécurité du cloud public? Donc, là, le focus est sur AWS, mais la plupart des choses que je vais évoquer s'appliquent aussi aux autres clouds publics, Azure, Google Cloud, etc. Donc, activation de la MFA à chaque fois que c'est possible, ça c'est sûr. Ne pas écrire en dur dans le code des clés. De toute façon, maintenant, si on fait ça, GitHub, par exemple, est capable de remonter des alertes. C'est vrai aussi pour les vulnérabilités de l'indépendance. Donc, GitHub envoie des alertes. Ensuite, une approche de type denial par défaut. Donc, c'est une approche qui peut être déclinée dans le principe du manque de privilèges aussi, donc qui consiste principalement à réduire la surface d'attaque et désactiver tout ce qui n'a pas vraiment besoin d'être activé. Le principe du manque de privilèges s'applique plutôt à la gestion des identités et consiste à attribuer aux personnes les droits vraiment strictement indispensables pour qu'ils réalisent leur travail. Donc tout ce qui est au-delà de ça contribue à augmenter la surface d'attaque. Donc l'avantage du cloud public, c'est qu'on peut avoir une finesse très très importante dans l'application des autorisations, donc avec des outils type IAM. Alors, ce qui est vraiment hyper intéressant au niveau des fonctionnalités apportées par le cloud public pour l'équipe sécurité est l'automatisation. En fait, avec l'automatisation, on peut mettre en place des chaînes de réponse automatiques à des violations de sécurité. Par exemple, si on parle de la détection d'anomalies et incidents de non-conformité, on peut utiliser sur AWS des outils comme Inspector ou même AWS Config, donc la CMDB, qui sont capables de remonter des violations par rapport aux politiques configurées. Une fois que ces outils remontent de violations, ils peuvent s'appuyer sur des outils d'envoi de notification, comme SNS, par exemple sur AWS. Et ces outils peuvent déclencher des fonctions, donc à travers, par exemple, Lambda sur AWS, qui expose des API. Et ces fonctions peuvent faire à leur tour appel à des outils qui permettent de traiter la vulnérabilité. Donc, le cas le plus classique qu'on peut citer est celui d'un défaut de mise à jour. On peut avoir un inspecteur qui détecte un défaut de mise à jour et parvient à appeler AWS Systems Manager qui applique automatiquement des patchs. Donc, tout ça ensuite avec une journalisation et un reporting. J'ai mis dans le même panier les VM et les conteneurs parce que les bonnes pratiques que je mets en avant ici s'appliquent aux deux. Donc, encore une fois, la désactivation de la surface d'attaque, donc désactiver tous les services et les protocoles non utilisés, créer des images de templates propres et du RC. Donc, par exemple, en se basant sur CIS Benchmark, et bien sûr, supprimer de ce template toutes les credentials, même temporaires, qu'on a configurées. Ensuite, donc ce qu'on peut dire dans la minute qui reste, c'est que je crois beaucoup dans l'approche de type la chaos engineering aussi. Donc le fait de provoquer volontairement des dysfonctionnements, des pannes dans les infrastructures. Comme ça, les ingénieurs sont obligés de créer des applications qui sont nativement tolérantes aux pannes. Donc, j'arrive presque à la fin de la présentation. Bien sûr, le chiffrement avec le contrôle d'accès est l'un des piliers de la sécurisation. Quand on dit chiffrement, la question se pose assez rapidement de la gestion de clés. Il y a plusieurs façons de les gérer. Et ce que je peux dire dans le peu de temps qui est ici pour la présentation, c'est qu'il faut privilégier, dans la mesure du possible, la client-side encryption plutôt que la server-side encryption. Quand on fait de la server-side encryption, on fait confiance à l'hébergeur cloud, en fait, pour stocker les clés. Ce qui est pratique parce qu'on s'affranchit de cette gestion. Néanmoins,
Si on est vraiment paranoïaque, entre guillemets, dans le bon sens du terme, et si on a envie de se mettre à l'abri, par exemple, de réglementations type le Cloud Act, on chiffre les données chez soi avant de les pousser sur le cloud et on gère les clés chez soi localement. L'inconvénient, c'est que ça demande un développement applicatif. Néanmoins, c'est l'outil principal que je mets en avant quand il y a des clients ou même pour nos propres besoins qui ont peur de pousser des données en clair sur le cloud. Donc, le timing est respecté presque à la minute près et il reste 20 minutes pour la question-réponse. Effectivement. Merci beaucoup, Giuliano, pour ton intervention. Je vous propose dès à présent de poser vos questions via l'outil dédié et Davy et Giuliano se feront un plaisir de vous y répondre. Merci. Alors, une question qui est souvent posée sur la gestion des attaques DDoS dans le cloud, et ça reflète des choses qui nous sont souvent posées aussi en clientèle, en conseil. Comment AWS gère les attaques DDoS? Comment on peut se protéger de ça? La première chose, il faut savoir qu'AWS possède des architectures mondialement réparties. Vous savez ce qu'on appelle les régions, mais on a aussi ce qu'on appelle les edge locations. Donc, les edge locations sont fournies par défaut par AWS comme des bordures, justement, de protection, au même titre qu'un château fort est protégé par ses remparts. Et sur ces edge locations, on a un certain nombre de services qui viennent se positionner, qui viennent faire justement ce premier tampon et ce check. Donc, ça veut dire que quand un attaquant décide d'attaquer une certaine cible qu'il pense être un seul data center, dès qu'on utilise des outils comme CloudFront, comme l'API Gateway, comme le WAF, on va se retrouver en fait, surtout avec le CloudFront et le WAF, l'attaquant ne va pas avoir la conscience qu'il en fait, son attaque va être tout de suite dispatchée entre plein de data centers dans le monde. Qui plus est, s'il a l'intelligence de nous faire une attaque DDoS de plein d'endroits dans le monde, en fait, il va nous aider parce que ça va distribuer l'attaque sur plein d'endroits de collecte qui auront comme objectif de détecter. Qui détecte quoi? AWS fait le boulot de détecter constamment. En tant que fournisseur de cloud, ils ont une obligation d'abord de regarder les attaques DDoS qui ont lieu à leur échelle, sur leurs infrastructures à eux, parce que ça fait partie de l'engagement de service. Et puis, faut bien qu'ils se protègent déjà sur les couches où ils sont responsables, eux. Et en termes de responsabilité, nous, on doit se préparer à ça. D'abord, on connaît une attaque DDoS. Premièrement, on se prépare en se disant ça n'arrivera pas qu'aux autres. Ça nous arrivera à partir du moment où on est exposé. Il faut qu'on connaisse la bonne je dirais ce qu'on appelle l'activité normale de mon application, la norme d'une application. C'est-à-dire qu'on ne juge pas de la qualité, on a des métriques, des KPI qui font sens quand l'application marche peu, beaucoup ou moyennement. Et ça permet de se refaire à ces métriques quand on a une grosse charge pour dire attends, cette grosse charge, elle déclenche les mêmes métriques que d'habitude, donc je sais que c'est normal. J'ai beaucoup de succès, voilà, je peux ouvrir les vannes, je peux rajouter un chèque de plus et j'achète. Mais pendant ce temps-là, si j'ai une montée en charge, il faut que je puisse me référer à ce qu'AWS va me fournir comme protection et aux outils qui vont me fournir. Donc moi, il faut que je me prépare à la mitigation, à la compréhension. On retombe sur les outils dont on parlait tout à l'heure, sur le monitoring qui est essentiel, qu'on a soulevé dans les deux cas, que ce soit CloudWatch, que ce soit CloudTrail, que ce soit les VPC Flowlog pour le réseau, par exemple, tous ces éléments-là sont des choses qu'on doit maîtriser. Et à côté de ça, Amazon fournit un programme de support particulier qui s'appelle AWS Shield. Donc, je ne sais pas, peut-être que parmi vous, certains le connaissent. On a deux versions. On a le Shield standard, en fait, qui est un rappel de best practice et des outils qu'Amazon fournit et qui est disponible pour tout le monde, qui finalement nous informe simplement de comment ils nous mettent au courant des attaques DDoS. En cas d'attaque DDoS, c'est-à-dire ils nous renvoient l'information. Et il y en a une partie qui s'appelle Shield Advance. Et cette fois-ci, elle va être plus intéressante, surtout quand vous avez un business qui doit être exposé au public. Parce que c'est Shield Advance, c'est l'accompagnement sécurisé d'une équipe dédiée chez AWS qui va vous accompagner pendant l'attaque, pour la détection de cette attaque, pour l'analyse de cette attaque, pour la tentative de résolution de cette attaque, en analyse post-mortem aussi, c'est-à-dire pour dire, alors, une fois qu'on est au calme, que c'est fini, on peut se voir autour d'une table pour discuter de ce qui s'est passé. Il y a un autre élément important, bien que ce soit alors une facture, je crois, de mémoire de 3 000 € par mois, ça vous intègre deux choses qui sont importantes. Le WAF, le Web Application Firewall d'AWS en illimité, c'est-à-dire que vous n'avez plus de facture spécifique pour lui. Et ce WAF, évidemment, est un des remparts qui va vous aider à protéger l'architecture. Et ça vous rajoute aussi quelque chose que les clients ne connaissent pas souvent, c'est l'assurance du remboursement. Oui, une attaque DDoS, c'est souvent une très grosse montée en charge qui signifie beaucoup de scalability, donc beaucoup de consommation de ma facture en cloud. Et ça peut être dramatique pour un client qui n'est pas prêt.
Souvent, une attaque DDoS, on a deux attitudes, hein. Soit on bloque net, on s'arrête, on ferme tout pour éviter les dégâts, soit on essaye de la vivre pour que les requêtes légitimes puissent continuer à vivre pendant qu'on essaie de mitiger. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, souvent, on change d'échelle drastiquement et ça engendre des coûts qui peuvent être vraiment très fâcheux. Donc, l'avantage de cette option-là, à partir du moment où on a un business qui est public, qui est exposé au public, qu'on a un business à risque, ça devient très, très, très intéressant de payer ce support. Et donc, j'invite les clients qui sont exposés à ça à penser à cette alternative-là. Et ça fait partie là encore de la shared responsibility. Dans ce programme-là, le client va être rappelé à ses obligations et en même temps, Amazon va expliquer comment ils fournissent une information sur leur niveau de fonctionnement à eux, sur leur niveau de détection. David, oui. Pardon, je me permets, j'ai trouvé une autre approche sur la gestion des DDoS, en fait, qui est celle de laisser l'attaque se dérouler, d'autoscaler. Donc, avec l'autoscaling, on va dire, on multiplie un nombre d'instances jusqu'à ce que l'attaquant en ait marre, en fait. Et je ne sais pas si c'est forcément la meilleure technique, mais quand on voit combien ça coûte, à la fin, le prix n'est pas tout le temps si délirant qu'on pourrait le penser. Alors, je mettrai juste un dernier point là-dessus, je suis d'accord. Par contre, il faut faire attention à la communication qu'en tant qu'entreprise, on a fait en disant sur LinkedIn, attention, on a des grands projets cloud, et c'est pour ça que parfois, il m'arrive d'intervenir sur LinkedIn en disant, attention à ce que vous fournissez comme information publiquement, parce qu'un attaquant qui sait que vous êtes sur le cloud peut, lui, faire une attaque à la mesure et vous faire du mal, même avec beaucoup de scalabilité. Et j'en ai connu qu'on a eu des gros soucis avec des attaques qui ont pris des mesures monstrueuses. Donc là aussi, ça fait partie des informations qu'on peut collecter. Et un client qui est dans le cloud, on sait qu'on peut l'attaquer à une certaine échelle aussi. Ou on peut peut-être faire une attaque un peu plus élaborée et essayer de faire tomber le back-end, par exemple. Mais on va éviter de rentrer dans les détails. Ah, ok. Moi, je me permets de prendre une remarque, en tout cas, de Mouloud, en fait, qui parle de security stories. En fait, je suis 100% d'accord. En fait, peut-être que je n'ai pas insisté là-dessus, mais il s'agit là d'un exemple excellent de collaboration entre les devs et les équipes sécurité. En fait, en phase de collaboration, l'équipe sécurité peut aiguiller les développeurs sur des use cases, des mis-use cases, on peut dire, qui consistent en abus de vulnérabilité. Et donc, avec ces billes-là, les développeurs, ils peuvent coder des tests automatiques. Et donc, ce sont des tests automatiques orientés sécurité et les intégrer donc à la chaîne de CI/CD. Donc ça, c'est vraiment un excellent exemple de collaboration. Donc, merci Mouloud pour la question. Et donc Mouloud a évoqué aussi le WASP Dependency Check. Effectivement, c'est un outil de la famille de SCR, on va dire. Tu vas prendre une autre question, David? Ouais, je vais essayer de répondre à la question sur le chaos engineering. Le chaos engineering, effectivement, il est quand même consommateur de temps. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment lancer la démarche. C'est vraiment rentrer là aussi dans une culture. D'abord, je préconiserais ça pour des clients qui ont déjà une bonne culture cloud, une bonne culture d'automatisation forte et qui n'ont pas peur de se faire peur. C'est aussi comme ça. Et d'ailleurs, c'est par la répétition qu'on va se faire de moins en moins peur. L'exemple qu'on a avec la Simian Army de Netflix, là, qui est donné aussi en réponse, il est intéressant parce que justement, il commence d'abord petit. Dans la Simian Army, on a eu le Chaos Monkey d'abord. Le Chaos Monkey est relativement limité. C'est une instance de temps en temps. Voilà. Et après, ils ont travaillé à l'échelle parce qu'ils ont eu du renforcement par l'expérience. Donc là encore, il y a une création de culture, de pratique. Des idées pour tester rapidement. Je pense que on n'en aurait pas à donner à part de se rapprocher des développeurs pour eux penser comment vous pouvez faire mal à une appli. À partir du moment où vous leur payez une pizza, quelques bouteilles de Dr Pepper ou autre chose un soir, vous leur dites inventez-moi des tests qui feraient mal. Je suis sûr que les développeurs sont assez imaginatifs, les gens de l'infra sont assez imaginatifs. Et souvent, d'ailleurs, les Chaos Monkey, Chaos Gorilla, Chaos Kong ont été inventés par les équipes qui gèrent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux équipé cérébralement pour créer des tests et de remettre à main une application que les fondateurs eux-mêmes du produit. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Ou en partie. Yes, oui. Alors, il y a énormément de questions intéressantes et ce n'est pas évident de choisir. J'en prends une de Philippe, que je salue au passage. Donc, est-il nécessaire de toujours isoler les applications compte avec des règles de filtrage réseau strictes? Donc, globalement, je ne peux pas dire autrement.
qu'il faut se forcer d'appliquer le principe de denial autant que possible. Donc, laisser ouvert seulement les flux qui sont strictement nécessaires au fonctionnement. Mais bon, je pense que je vais pas vous apprendre quelque chose de particulier. Et la variante de la question, le filtrage de couches dans le réseau, reste-t-il clé pour vous? Oui, seulement, bien sûr, le principe du firewall classique, évidemment, est un peu change sur le cloud public. On parle plutôt de security group. Donc, la protection est de type, on va dire, zero trust, microsegmentation. Ça va au-delà du principe classique où on met un firewall périmétrique qui bloque tout. Mais une fois qu'on est rentré, après, on peut faire du mouvement latéral et c'est open bar. Donc, en mettant des security groups très, très, très stricts, justement, ça permet de se rapprocher de l'idée de zero trust et de microsegmentation. J'espère que ça répond à la question. À partir du moment où on a l'opportunité d'isoler et que ça coûte pas plus cher de le faire, ça doit être un réflexe constant. On peut argumenter que ça a créé de la complexité. D'accord, il y a de la gestion. En même temps, bon, dans le cloud, il faut à un moment donné qu'on ait quelque chose à faire. Il faut bien qu'on légitime nos salaires. Mais la segmentation, quand elle n'a pas de surcoût et qu'elle ne rend pas les choses si complexes que ça, sachant qu'elle ne va pas venir que de la sécurité, souvent cette segmentation, ça va être aussi une segmentation qui vient de l'organisation. Je parle par exemple de créer plusieurs comptes AWS directement dissociés. Souvent, on va nous parler de séparer par VPC, etc. C'est une première approche, mais elle est très simpliste. Et n'oubliez pas que dans un compte AWS, vous avez un seul IAM. Et donc, si dans l'IAM, vous avez quelqu'un qui fait une bêtise, tout peut disparaître. Donc, on aura beau structurer proprement le réseau, comme le disait Claudio, avec toutes les règles qu'on veut en utilisant les produits qui sont fournis. D'abord, on pourra être limité par les fonctionnalités qui sont fournies nativement. Et ensuite, on pourra se retrouver avec des single point of failure qu'on n'a pas vu à des échelles ou sur des approches où on ne se sentait pas concerné. Donc, la partie réseau peut être une segmentation, sa structuration peut être une segmentation, les règles de filtrage, c'est un niveau de segmentation, mais il faut pouvoir voir à quel niveau ailleurs on peut créer des segmentations supplémentaires. L'organisation humaine est un reflet souvent, et là aussi, loi de Conway, on va refléter l'organisation humaine pour pouvoir savoir comment on segmente. Avoir plusieurs comptes-routes aujourd'hui chez AWS et chez tous les clouders est un best practice minimum. En conseil, on le fait même dans des petites structures. Dans ma société précédente, on était 3 personnes, on avait 2 comptes-routes différents. Pour une simple question de gestion, au-delà du fait qu'on soit spécialiste du métier, on va essayer quand même d'appliquer les bonnes règles, mais c'est aussi parce que ça fait sens de pouvoir séparer les choses et de limiter la zone d'impact en cas de problématique plus sérieuse. Ça permet aussi de limiter les responsabilités. Et donc là encore, enlever des responsabilités, c'est important dans le cloud parce qu'à un moment donné, c'est quand même une démarche large, il y a une culture à changer qui est importante, il y a beaucoup de services à connaître, ça change constamment. Donc, au bout d'un moment, on en a plein la tête, on ne sait plus trop quoi faire. Donc, quand on nous dit il faut respecter plein de règles, mais on ne sait pas comment les appliquer nous-mêmes, c'est bien quand c'est fait directement par une structuration. Et c'est souvent dans le découpage, dans une architecture, ne serait-ce que de choisir d'isoler, c'est un point essentiel. OK. Merci David. Je me permets de prendre une question sur les coffres-forts et la gestion de clés de chiffrement dans le cloud. C'est vraiment un point clé. Tout à l'heure, je parlais de client-side encryption. Là, on se pose plutôt sur du chiffrement où c'est les fournisseurs qui gèrent les clés. Donc, si on fait le focus sur AWS, en tout cas, il y a 2 services qui font ça. Il y a AWS KMS et AWS Cloud HSM. Déjà, il y a une petite différence entre les deux. KMS repose sur des HSM mutualisés. Donc, HSM, c'est Hardware Security Module, donc c'est un module hardware pour gérer les clés de chiffrement. Alors que Cloud HSM va plus loin, permet de dédier des HSM aux clients finaux. Donc, c'est bien sûr plus cher. Après, comment garantir que le fournisseur d'accès n'accède pas aux clés de chiffrement? C'est une question, je trouve, très importante. Ce n'est pas évident de répondre. On pourrait imaginer, si on est méfiant, que les HSM ont un firmware modifié qui permet aux fournisseurs cloud d'avoir les clés en clair quelque part ou de pouvoir les extraire. Donc la seule réponse, je pense que je peux fournir là-dessus, repose
dans la démarche conformité des clouds, donc dans les certifications de sécurité qu'ils mettent en avant, dans les audits qu'ils ont subis. AWS fait preuve de beaucoup de transparence là-dessus. Après, voilà, si on décide de ne pas accorder une confiance à AWS là-dessus, il faut gérer des HSM chez soi et envoyer dans le cloud quelque chose de déjà chiffré. Il n'y a même pas à faire confiance aux fournisseurs finalement, parce que les auditeurs tierces qui viennent, il y en a plus de 30 qui les auditent régulièrement. On retrouve les sommités habituelles qui sont les mêmes qui viennent nous taquiner chez nous pour qu'on soit aux normes. Donc si chez nous, on leur fait confiance pour qu'ils nous donnent un certificat pour prouver au monde extérieur qu'on est fiable, on peut apporter la même confiance à ces auditeurs. Comme je dis toujours, je n'ai pas besoin de faire confiance à AWS pour ça. Je fais confiance aux auditeurs qui viennent les embêter. Et un clouder a tout intérêt aujourd'hui à ce que ce genre d'aspect ne soit absolument pas remis en cause. Je dis toujours, il y a un seul aspect qui ferait que le cloud s'arrêterait net, c'est la confiance. Si demain, il y a un fournisseur de cloud qui se fait épingler sur une faille à ce niveau-là, avec une exposition, j'ai piqué vos données, je ne vous l'ai pas dit, etc., et c'est flagrant, je pense qu'on peut tous changer de métier et repartir faire du VMware pendant 15 ans, quoi. À noter, merci David, qu'aux dernières nouvelles, par exemple, le service Cloud HSM d'AWS n'était pas disponible en Chine, par exemple. Mais en même temps, il n'y a pas besoin de chiffrement en Chine. Besoin de... Donc, ce qui peut effectivement permettre de penser qu'avec Cloud HSM, on a un système qui permet de se mettre à l'abri d'une atteinte à la confidentialité par des gouvernements. Voilà, j'espère que ça répond. Je rebondirai aussi sur un... il y a une... pardon, je vois qu'on parle de Secnum Cloud. Secnum Cloud, oui, il y en a parmi les participants qui connaissent ça très bien, je crois savoir. C'est une qualification qui est éditée par l'ANSSI et qui concerne des clouds qu'on peut peut-être un peu plus mettre dans le panier du cloud privé et du cloud public, où le cloud public est accessible au grand public juste en faisant chauffer la carte bancaire, on va dire, alors que dans le cloud privé, il faut contractualiser avec le fournisseur. Pardon, David. Non, j'en prie. Je crois qu'on va clôturer. On va laisser la main à Carla. Alors, il y avait juste une question auquel je pense on n'a pas apporté de réponse. Une question avec alors où placer le curseur temps de pince entre protection passive type WAF et la démarche DevSecOps. Oui, alors c'est pas évident de répondre avec quelque chose qui est valable absolu. Les deux sont complémentaires, je dirais. Exactement, même chose. Et on peut avoir un taux d'investissement, je dirais peut-être, c'est mon avis personnel, plus important avec une démarche DevSecOps où les développeurs sont amenés à aiguiser leur culture sécurité, en fait. Sachant que le WAF est juste un outil qui permet de filtrer à un endroit et qui va être, en termes de coûts et de dépenses, enfin comment dire, d'exploitation, il va falloir juste le remettre à jour, le réévaluer régulièrement. On peut même on peut récupérer des... tu parlais de WASP tout à l'heure, on a des politiques au WASP toutes préfaites qu'on peut invoquer dedans. Donc c'est vraiment juste un outil en soi qui fait partie de l'attirail dont on va voir. Alors que la démarche DevSecOps, c'est vraiment la création d'une nouvelle pratique qui vient là, on en a donné quelques petits éléments, quelques bribes. C'est vraiment plus complexe que ça, c'est plus détaillé. Et c'est vraiment par l'acquisition des bonnes pratiques, d'une culture, d'une partage, de la documentation, de la création d'une fiabilité. Je ne pense pas que ça se place sur le même niveau, donc c'est pour ça que je reviendrai avec Claudio. C'est vraiment sur... c'est pas concurrentiel, c'est complémentaire. Ça fait partie juste des outils. Et un petit complément, juste... Je ne peux pas parler de Secnum Cloud sans dire qu'El Temple est engagé dans la démarche de qualification. Voilà. Donc, ça, je devais le dire, sinon mon service marketing va me tirer les oreilles. Alors, nous sommes très heureux de voir que ce sujet vous intéresse autant, mais je vous propose de s'arrêter ici. Donc, sachez que le replay sera disponible directement après. Nous vous remercions pour votre implication et surtout, on ne manquera pas de vous communiquer les dates de nos prochains webinaires. Nous vous souhaitons une excellente journée et à très bientôt. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci. Merci.